La vie souterraine. Elle écrit des carnets de toutes les couleurs, des encres de tous les sangs. Elle écrit le soir, ce ne serait pas possible autrement. Après les courses, le bain donné à l'enfant, les leçons à faire réciter. Elle écrit sur la table desservie, loin dans le soir, tard dans la langue. Quand l'enfant l'abandonne pour la menue monnaie d'un sommeil ou d'un jeu, quand ceux qu'elle nourrit ne savent plus rien d'elle, quand elle est à elle-même, hors d'atteinte, seule devant la page, misérable devant l'Éternel. Beaucoup de femmes écrivent ainsi dans leur maison gelée, dans leur vie souterraine. Beaucoup qui ne publient pas. Ma vie me fait souffrir, ma vie me tue le jour, la nuit je tue ma vie. J'attendais d'être reine, je ne sais plus que mendier. Je voulais vivre de bel amour, je meurs de sales blessures. Et pourtant je suis là, indemne. Je souffre de ma vie intacte dedans ma vie ruinée. Je meurs de trop de chants, dans trop peu de feuillage. Elle va dedans sa vie comme une aveugle. Elle va dans l'écriture comme un printemps. De temps en temps, elle vous montre un carnet. Chacune des phrases vous touche, comme au fleuret. Leur pointe, acérée, pénètre à merveille dans vos yeux. Ce qui vous touche est un mystère. C'est là et c'est ailleurs. Un jour elle écrit, un autre jour elle n'écrit plus. Ce deuxième jour dure des années. Ce temps est emmené par l'enfant dernier-né. Elle renverse le lait des encriers. Elle longe l'enfant dans les pages blanches. Elle lui cède toutes ses phrases. Il en fait des ombres chinoises, des cris et des rires. Il en fait n'importe quoi et elle lui donne son bien le plus précieux, sa voix. Il en fait un jouet docile, merveilleusement souple. Elle s'attache à l'enfant de tout ce qu'elle lui donne. Les carnets, la solitude, le silence. Tout. Elle contemple l'étendue chaque jour croissante des fatigues. Elle sourit. On pourrait même parler de bonheur. Une espèce singulière du bonheur. Une manière d'être heureuse qui n'empêche pas la souffrance, qui ne gêne pas le désespoir en cours. Un roseau sur le bord des eaux noires. Elle est dans le souci incessant de l'enfant, dans la veille insomniaque. Elle est dans ce souci pour tous ceux qui l'approchent. C'est une façon apprise dans l'enfance. C'est une seconde nature plus forte que sa nature. C'est sa façon d'aimer, elle n'en connaît pas d'autre. D'un amour de pure perte, d'un amour survivant à toute fin, d'un amour survivant à l'amour. L'enfant grandit, fortifié d'elle, les premiers pas, les premiers mots, les heures d'école. Alors, elle revient au carnet, doucement d'abord, comme à la dérobée, fautive, furtive. Dans les premières pages, elle colle des photographies de l'enfant, puis un peu plus loin, des fragments de peinture, avec parfois une phrase d'un livre aimé, un galet dans l'eau vive des lectures. Les images se font plus rares, les phrases s'agrandissent, toujours des citations qu'elle corrige quelquefois. Elle dit rectifier, ça c'est du Paul Éluard rectifié. Et ça c'est de l'Apollinaire rectifié aussi. Elle change un mot, exile une virgule pour atteindre à plus de fraîcheur. La convalescence se poursuit, la greffe prend bien, elle renoue peu à peu avec sa voix, d'abord couverte par celle des autres. Enfin, elle n'écrit plus qu'elle-même, seule et chantante, désespérée et riante. L'enfant sommeille dans la chambre d'à côté, l'enfant qui bientôt la quittera, l'amour qui nécessairement la tuera. Comme on rêve, elle écrit. Comme on rêve d'une vie d'autant plus vraie qu'elle manque, d'autant plus claire qu'elle brûle. L'enfant n'y entre pas dans cette vie, ni le mari, ni même soi.
C'est une vie qu'on n'a pas et pourtant, c'est la seule. Elle écrit pour l'avoir. Elle écrit pour le pain quotidien, celui qui n'est jamais donné. Le pain de silence, l'ami de lumière. Le blé de l'encre. On s'éprend de son style comme on pourrait s'éprendre d'elle, c'est la même chose. La même rivière sous la feuille blanche, sous la robe rouge. Elle est devant la langue comme devant le miroir des légendes. Dans l'enfance, elle contemplait le ciel dans une flaque d'eau. Son cœur se prenait aux plus simples lumières. C'est cela qu'elle trouve dans l'écriture. C'est cela qu'elle trouve dans la lecture. Elle lit beaucoup, des romans. Les livres sont comme une eau de fontaine. Elle en approche son visage pour le rafraîchir. Il n'y a aucune différence entre la lecture et l'écriture. Celle qui lit est l'auteur de celle qui lit. Parfois l'auteur est inégal, elle s'ennuie de sa propre lecture comme on dort d'un sommeil laborieux et épuisant. Comme elle est sage, comme ses parents ont mis en elle cette obéissance de sagesse, ce mensonge du devoir, elle va jusqu'au bout du livre. Elle ne sait plus abandonner un mauvais livre, pas plus qu'elle ne sait abandonner un mauvais mari. Tant pis, elle reste. Elle va jusqu'à la dernière page, jusqu'à la fin des temps. Le mari souvent s'étonne, encore un roman? Elle ne répond pas. D'ailleurs, allait répondre à cette question. Pourquoi tu lis des romans? Pourquoi cette manie de bonne femme se t'en gâcher à lire? Qui entendrait la vraie réponse? Je lis pour faire sa place à la douleur. Je lis pour voir, pour bien voir, mieux que dans la vie, l'étincelante douceur de vivre et l'étincelante douleur de vivre. Je ne lis pas pour être consolée puisque je suis inconsolable. Je ne lis pas pour comprendre puisqu'il n'y a rien à comprendre. Je lis pour voir la vie en souffrance dans ma vie, simplement voir. Ouais, allez donc répondre cela. La douleur est dans la vie des femmes comme un chat qui se faufile entre leurs jambes quand elles repassent le linge, refont les lits, ouvrent les fenêtres, épluchent une pomme. Un chat qui parfois leur prend le cœur, l'envoie rouler à plusieurs mètres, le reprend dans ses griffes, en joue comme une d'une souris mourante. Ce chat est dans la vie des femmes, même quand il les laisse en paix. Elles savent qu'il est là dans un coin, elles ne l'oublient jamais. Jusque dans la joie, elles l'entendent respirer. Comme on perçoit le chant d'une source sous tous les bruits de la forêt. Les hommes ne laissent pas la souffrance séjourner en eux. À peine l'ont-ils deviné qu'ils l'expulsent en violence, en colère, en travaux. Les femmes, elles, la reçoivent, comme un chat affamé qui a besoin pour reprendre vie de les détruire. Elles ne bougent pas, elles laissent faire, et pour occuper ce temps mort des souffrances, elles ouvrent un livre, un roman, encore un roman. Ce qu'elles y trouvent, c'est ce qui est dans chacun de leurs jours. L'espérance et les ruines, l'inquiétude et la grâce, l'éternelle plaie de vivre, un chat miséreux chassé de partout, recueilli là, endormi sur la page, les flancs maigris, un prince noir de douleur. Quand elle n'écrit pas dans les carnets, quand elle ne lit pas dans les miroirs, elle regarde les hommes qui l'approchent. Elle a pour eux des manières brûlantes et froides. Elle séduit sans connaître sa séduction. Elle séduit en raison de cette méconnaissance. Elle est comme lasse de plaire, fatiguée de vous et d'elle-même, de tout. Présente, elle est absente. Elle est dans l'ombre retournée vers l'enfance. À 20 ans, elle avait de longs cheveux noirs, une rivière aux épaules, une armure de douceur. C'est peut-être ça qu'elle recherche dans les carnets dormants. L'ancien visage, l'image ouverte. Un peigne de mots sur l'encre noire. C'est peut-être ça ou autre chose, et même rien. Il y a besoin de si peu pour écrire. Il n'y a besoin que d'une vie pauvre, si pauvre que personne n'en veut et qu'elle trouve asile en Dieu ou dans les choses. Une abondance de rien. Une vie à l'inverse de celles qui sont perdues dans leur propre rumeur pleine de bruits et de portes. On écrit mal avec de telles vies. Elles sont sans intérêt à dire. On ne peut bien voir que dans l'absence. On ne peut bien dire que dans le manque. On ne peut, pour voir le pur visage de la mendiante que tournaient les pages d'un carnet, regarder ces écritures qui s'entassent dans le soir,
l'héritage fabuleux qui grandit dans le sommeil de l'enfant.